Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour l'émission de classique qu'on fait régulièrement, mais ce sera la seule de la semaine. Je vous le disais, on était hier sur une thématique grande distribution. Demain, on parlera capital développement. Et puis jeudi, prix de l'électricité. Je fais du teasing autour de cette heure qu'on va passer ensemble sur la fixation du prix de l'électricité. Là, on a une émission de débat, énormément d'actualités. Tiens, tenez, on va démarrer avec Facebook, avec la tech par exemple. On dira aussi, si ça inspire nos invités, quelques mots autour de Bernard Tapie. Et puis du sujet qui est en train de s'imposer, moi j'ai l'impression, c'est pas une découverte, mais le fameux pouvoir d'achat qui revient en force. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on repart. Stéphanie Hospital avec nous. Bonjour Stéphanie. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Vous êtes investisseuse professionnelle, on dit ça comme ça. Vous le féminisez, le truc investisseuse, Stéphanie ? Pas forcément. Je mets plutôt entrepreneur et investisseur, puisque moi j'ai créé de tout début One Ragtime. Donc j'apporte ce regard d'entrepreneur. On a démarré de zéro et puis aujourd'hui on accompagne une trentaine de sociétés. Donc entrepreneur investisseur. Très bien. Ça nous va bien. Clément Aura, bonjour Clément. Bonjour. Prof d'éco, donc à la Sorbonne et à Sciences Po, c'est ça Clément, et puis Bertrand Martineau. Salut Bertrand. Expert emploi pour l'Institut Montaigne. Voilà, on va prendre cette casquette-là. Tiens, Bertrand qui est arrivé un petit peu en avance et qui lisait Le Monde imprimé sur du papier. Ça m'a fait un petit choc. Les échos imprimés sur du papier. Ça m'a fait un petit choc. Facebook, qu'est-ce que tu penses de l'arrêt de Facebook pendant 8 heures ? Je vais juste vous dire, moi je me disais comme ça, en fait dans ce qu'on appelle GAFA, on se rend compte qu'il y en a une qui sert à rien de temps en temps, et c'est peut-être celle-là. Et c'est dangereux pour eux. Oui, enfin, c'est moins impliquant dans la vie quotidienne que Google, par exemple, ou même WhatsApp, quand même. Mais c'est sûr que oui, on pourrait... Alors, WhatsApp était concerné. WhatsApp t'a perturbé. L'arrêt de WhatsApp t'a perturbé. Oui, d'accord, enfin, pas dramatiquement, mais oui, parce que c'est une messagerie dont je me sers régulièrement. Mais bon, je suis pas sur Facebook, donc Facebook m'a pas du tout perturbé. Mais enfin, Facebook, c'est pas, derrière, il y a tout le travail qu'ils font sur les données et qui est véhiculé un peu partout au sein de tout un tas de réseaux. Donc, Facebook ne se réduit pas simplement. Tout à fait. Mais alors, je sais pas ce que t'en penses, Stéphanie. C'est une industrie quand même derrière. Justement, le problème c'est qu'est-ce qu'ils fabriquent, et tu te rends compte que quand ça s'arrête, mais ils vendent. Je sais pas, Stéphanie, on s'en passe très bien, non ? Il n'y a pas une seule boîte qui dépend de Facebook aujourd'hui. Google s'arrête, vraiment, moi ça me pose un problème pour travailler. Il y a plein de personnes, plein d'entreprises qui utilisent énormément Facebook dans leur marketing. Aujourd'hui pour vendre ? Bien sûr. Complètement indispensable. On s'est tous rendu compte que WhatsApp avait planté. Ouais, Bertrand en parlait. WhatsApp c'est Facebook. Instagram c'était peut-être moins visible. Mais même Facebook, pour toutes les entreprises qui utilisent Facebook Connect, c'est un impact majeur. Donc en fait, moi j'ai envie de dire, ça arrive même aux grands. Même eux peuvent avoir des failles. Et vraiment, c'est un impact majeur ? Clément, je ne sais pas si tu as regardé ça. Oui, alors moi je serais peut-être un tout petit peu plus nuancé. Ça me rappelle, je reviens à mes vieilles marottes, Jean Tirole, encore une fois, qui parlait, lui, enfin tout son courant, la nouvelle économie industrielle, parlait des essential facilities, pour dire, c'est quand même la première fois dans l'histoire mondiale qu'on a des grandes entreprises privées qui sont finalement à la tête de la gestion d'un bien public ou de ce qu'on pourrait considérer comme un bien public, à savoir un moteur de recherche ou un réseau social. Et finalement, effectivement, peut-être que ces essential facilities, elles ont des degrés d'essentialité, si j'ose dire, différents. On est tous d'accord pour dire, par exemple, qu'un moteur de recherche, il est impensable, effectivement, d'avoir une panne durable sur un moteur de recherche. Et puis même, ça peut provoquer des dégâts plus graves. Mais sans doute que Facebook est peut-être, de ce point de vue-là, moi en tout cas, je trouve un tout petit peu moins essentiel. Même si pour l'utilisateur que je suis de Facebook, Instagram, etc., même si Facebook, je me suis rendu compte avec mes étudiants que en fait, c'était un peu daté. C'est pour ça que je suis pas très, très vieux. Mais je me suis rendu compte que tout le monde est sur Instagram, mais plus tant que ça sur Facebook. C'était quand même un peu plus marginal, on va dire. Ok, donc, mais je retiens le point, Stéphanie. C'est un outil de commerce important. Peut-être de publicité aussi. De publicité et de commerce important, ok. Et de communication. Enfin, Facebook, c'est WhatsApp.
Oui, non mais ça, communication, mais ça se contourne, si tu veux. Tu vois, c'est pas très grave si pendant quelques heures, tu dois envoyer des SMS plutôt que te servir de WhatsApp. Ouais, ça se contourne, mais tu peux ne pas t'en rendre compte. Et puis, ça montre quand même que, enfin moi, c'est ce que je retiens, c'est que même quand on s'appelle Facebook, même quand on a des dizaines et centaines d'ingénieurs qui travaillent sur de l'infra et sur des opérations de sécurité, on peut avoir, à un moment, l'infrastructure qui crache. Ouais. Et peut-être que d'ailleurs, notre principal risque un jour, c'est le shutdown de toutes les infrastructures, tous les réseaux électriques. Mais et ça l'est, Stéphanie. Ça, je crois que j'ai aucun. Enfin, je sais pas. Oui, parce que je pensais à ce. Y compris dans une perspective terroriste, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est la cyberattaque, c'est quand même une des menaces majeures qui peut paraître un peu moins palpable, mais qui est quand même. Très, je crois qu'elle est massivement palpée. Hein. Non, mais c'est vrai que quand on parle de terrorisme, on ne pense pas forcément au terrorisme numérique. Disons, c'est genre un peu plus concret du terrorisme. Mais ce que te dit Stéphanie, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, le sujet, c'est que tu n'as même pas besoin du terrorisme. Oui, bien sûr. C'est ça qui est... Et moi, je me souviens très bien, avant le Covid, donc c'est début de l'année, je suis perdu, début de l'année 2019, oui, voilà, c'est ça. Étude d'Allianz sur les risques appréhendés par les entreprises. Et les entreprises avaient mis au sommet, et continuent d'ailleurs aujourd'hui à mettre au sommet, le risque cyber. Évidemment pas la pandémie, et mettez au sommet le risque cyber. Risque qui, soit dit en passant, est aujourd'hui inassurable. Oui. Et ça, je trouve que c'est une réflexion. Pour rester dans le même ordre d'idée, Stéphanie, je me sers de tes compétences. Donc on a là la valorisation, espérée par OVH quand ils vont donc de leur opération d'entrée en bourse. Donc c'est 3,5 milliards d'euros. Tout cela vient en fait clore une année record pour la French Tech. Est-ce qu'on a changé d'échelle là-dessus ? Alors, je crois qu'on a changé d'échelle. Et puis surtout, l'introduction en bourse d'OVH, après celle de Believe, c'est la deuxième introduction en bourse tech de l'année. Ouais. Donc ça y est, on est parti, peut-être enfin, pour se dire qu'on peut financer des startups, on peut les aider à se développer très fortement avec des milliards injectés, et puis à un moment, elles trouvent le chemin de la bourse ou des sorties. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que OVH, 15 ans après, ça y est, c'est en bourse. Sauf que ce n'est pas du tout l'histoire que tu racontes. C'est pas une société financée comme une start-up, OVH. OVH, c'est la start-up quand on ne parlait pas de start-up. Tu vois oui, mais ils n'ont pas fait des levées de fonds considérables, records, etc. C'est que nous, on adore ce genre d'entreprise. Et voilà, c'est ça. Des entrepreneurs qui démarrent et qui se font financer par des clients. Des vrais clients. Et c'est ça tout le parcours d'OVH. On a eu des clients et aujourd'hui on a des clients. D'ailleurs, on a parlé il y a quelques temps, on s'en est rendu compte quand OVH aussi a eu quelques l'incendie à Strasbourg, oui, bien sûr. Donc là, on s'est rendu compte que derrière, il y avait des clients. Ah oui, qui avaient une vraie activité. Donc je crois que c'est un parcours remarquable qui a été fait aujourd'hui par OVH. En plus, dans un domaine qui nous redonne de la souveraineté. Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est le grand fer de lance de la French Tech, c'est on veut récupérer notre souveraineté numérique. OVH, on a un des acteurs du cloud souverain. Donc, et c'est super de voir que ça va être couronné par une introduction en bourse et que ça va devenir palpable pour des millions d'épargnants. Bertrand ? Oui, mais je pense qu'OVH n'est pas typique de la start-up dont on parle généralement. Ouais. Et on a, OVH, effectivement, des clients. Il est pas, la difficulté qu'on a pour parler des start-up, c'est que la grande majorité des Français ne peuvent pas comprendre qu'une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires puisse être valorisée, par exemple. Alors, c'est bien ce qui se passe de temps en temps. Ouais. Bon, ça ne correspond pas à ce qu'on imagine être de l'économie réelle. Et c'est vrai que beaucoup de start-up ne passeront pas l'hiver, probablement, ou passeront pas l'année prochaine. Donc, on est quand même un peu dans une bulle sur les start-up. Je crois qu'à un moment, il faut revenir sur Terre. Et c'est bien aussi de pouvoir raconter des histoires assez industrielles, finalement, où on constate qu'il y a vraiment de la valorisation, que c'est tangible, qu'il y a du chiffre d'affaires derrière. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait des histoires comme OVH. Que tu opposerais par exemple à Sorare. On le rappelle, Sorare qui a levé, je ne sais plus combien, vous vous souvenez, Stéphanie, plusieurs centaines de millions d'euros. Je n'ai plus le chiffre en tête. On avait évidemment expliqué ça, des petites images digitales uniques.
Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui paraît un peu plus... Ça rappelle par certains côtés la bulle des années 2000 ou la bulle des motoristes, de certains motoristes à la fin dans les années 20, où ça rappelle quand même des phénomènes de bulles spéculatives quand même dans certains cas. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne aussi. Évidemment, on est dans un univers, vous savez mieux que moi, où effectivement, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour lever des fonds aujourd'hui. Alors, moi, je tempérerais beaucoup ça. Vas-y. Il y a quelques sociétés qui peuvent être effectivement des ovnis dans le système. Et puis après, aujourd'hui... Sorare en fait partie, voilà, t'es d'accord, Stéphanie? Voilà, ce qu'ils ont fait d'un point de vue business est absolument admirable en tant qu'entrepreneur. Après, on aime, on n'aime pas. Oui, parce qu'ils ont du chiffre d'affaires. Hein. Ils les vendent, leur petite vignette. Il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui achètent, mais qui ça se pose peut-être aussi derrière le rôle de la régulation des États sur certaines activités. Parce qu'on rentre dans une zone qui est complètement aujourd'hui dérégulée, les NFT, les cryptocurrencies. Donc, on peut se dire, il y a ces épiphénomènes. Puis après, il y a des vraies entreprises qui, à un moment, sont accélérées par l'afflux de capitaux. Mais ces vraies entreprises, elles créent de l'emploi aujourd'hui. Elles sont tangibles, elles vont en bourse. Et je crois qu'il ne faut pas schématiser en se disant la start-up, à un moment, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de valorisation. Il y a plein de sociétés qui ont des modèles et des valorisations. Et aujourd'hui, on le voit. Et on le voit avec des sociétés comme Miracle, des sociétés comme Jelly Smag, des OVH, qui ont des vraies activités avec des vrais emplois et avec des clients. Clément ? Oui, moi ce que je trouve le plus intéressant finalement, c'est la transformation du financement quelque part, en se demandant si d'ailleurs ça ne concerne que les startups, puisqu'on sait que même des géants, parfois du numérique, ont les mêmes problèmes de valorisation. Ça me rappelait ce que vous disiez sur notamment l'entreprise Uber, qui est très valorisée et qui en même temps a toujours des pertes importantes. Mais je crois que voilà, on est passé dans une ère où... J'ai décroché sur Uber. Tiens, je vais aller regarder. Tu as regardé récemment le dernier bilan, enfin en tout cas pour le premier semestre 2021, était toujours mauvais. Toujours en perte. Bien sûr, toujours en perte. Ils n'ont jamais gagné d'argent de leur histoire, Uber, c'est ça Comptablement, en termes de résultats nets. Oui, en termes de résultats nets, jamais. Ils n'ont jamais eu sur aucun semestre, aucun trimestre. Et ils sont quand même très valorisés. Alors bon, après, on sait tous que les méthodes de valorisation comptable, elles se discutent. Bon, mais de toute façon... on est face à un nouveau phénomène où effectivement les entreprises ont quand même une diversité d'acteurs dans le mode de financement, et c'était probablement pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec un mélange. Alors il y a une part publique, effectivement en particulier en France, il n'y a pas que la Banque publique d'investissement, mais notamment il y a effectivement une part publique, une part privée hors système bancaire, et ce que effectivement la nouveauté, c'est quand même que des clients effectivement fournissent des liquidités à leurs fournisseurs. Ça, c'est quand même une logique qui n'est pas celle, on va dire, de la théorie économique la plus standard. Et puis bon, les acteurs, bien sûr, des marchés financiers qui restent importants, mais on peut se demander si finalement, dans les modes de financement, on n'est pas sous une forme d'hybridation totale aujourd'hui, et la réponse est probablement... Mais c'est très bien que ce soit hors du système bancaire, parce que comme c'est... Vous n'aimez pas les banques Mais non, j'essaye assez régulièrement d'expliquer, mais ce que toi, prof d'économie, tu dois expliquer aussi. Les banques ne sont pas là pour prendre du risque, elles sont là pour garder notre argent. Oui, non, c'est vrai, bien sûr. Donc le risque absolu et les banques, non, c'est pas fait pour. Non, mais bien sûr, c'est bien qu'il y ait une diversité des modes de financement. Et puis accessoirement, ça offre quand même à certaines entreprises la capacité même à se financer, puisque rien ne garantit que le système bancaire ou même les marchés financiers financent parfaitement tous les investisseurs. Mais je tempérais quand même. Vas-y, Stéphanie, je t'en prie. Sur le rôle des banques pendant la crise du Covid. Et la chance qu'on a eue en France d'avoir un afflux massif et un soutien massif des banques avec les PGE pour les entreprises. Oui. Donc, nulle part ailleurs en Europe, on a eu ça. Nulle part ailleurs dans le monde. Voilà. Oui, enfin, c'est garanti à 90% par l'État. Stéphanie, même moi, si l'État me garantit, tu vois, même moi, je peux prêter de l'argent à Bertrand, garanti à 90%, tu vois. Oui, il y a quand même l'État. Mais on va regarder après le solde positif que ça générera en ayant évité des faillites. Ah, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais aujourd'hui, on peut s'accélérer. Là, je crois que c'est l'unanimité. D'ailleurs, ça leur a permis de redorer une partie. Mais l'État et la Banque centrale, d'ailleurs, les deux. Bien sûr. Mais tu vois, Bertrand, je regardais effectivement changement d'échelle. Je voyais donc avant OVH cette semaine, il y a eu, ou sur les 15 derniers jours, il y a eu 2 acquisitions faites par des startups. Il faudrait plus parler de startups en fait. Ce sont des ETI. Tu vois, l'assureur Alan, c'est une ETI aujourd'hui. Il y a 400 personnes et ils font une acquisition aux États-Unis sur un
spécialiste du traitement des maladies mentales, justement, au travail. Tu as Voodoo, là, dans le jeu vidéo, qui, pareil, fait une... Ce sont devenus des ETI. Je crois qu'il y a vraiment un changement d'échelle et des entrepreneurs beaucoup plus solides. C'est comme ça qu'il faut en parler plutôt que parler de la Startup Nation. Exactement. La startup n'est pas une fin en soi. Si une startup reste une startup, d'un point de vue de l'intérêt général, ça n'a pas énormément d'intérêt, en fait. C'est une erreur, Startup Nation, pour toi ? Faut peut-être en parler, mais il faut peut-être... Mais ça m'intéresse, comme ça va être un sujet dans la présidentielle. Est-ce que Macron, il va assumer ou pas de, à nouveau, dire nous sommes la Startup Nation, alors qu'on sent qu'il y a une fracture vis-à-vis de la population? On ne peut pas être une Startup Nation, on peut être la nation de l'innovation, la nation de l'industriel, la nation de la création d'emplois. Enfin, ça me paraît beaucoup plus frapper les esprits que de dire qu'on est une Startup Nation. Des startups, il en faut. Les futures grandes entreprises sont souvent des startups à la base. Mais enfin, d'un point de vue de l'intérêt général, on est là pour que les entreprises grossissent et surtout ne restent pas des startups. Ouais. Voilà, et Dieu sait si en France, on a un problème avec la croissance des entreprises. Ouais. C'est ce qui nous distingue des États-Unis, ce n'est pas le flux de création d'entreprises. Ce qui nous distingue des États-Unis, c'est la durabilité de l'entreprise. Et le capital. Voilà. Et ça le capital, le dividende, l'ensemble de ce qu'il fait. L'accès au financement, pas à early stage, mais dans le développement ensuite pour passer à l'échelle. C'est là qu'on a une différence avec les États-Unis. Stéphanie ? Alors, moi, je reste très optimiste. Je pense qu'on est on a montré ces 5 dernières années qu'on avait changé d'échelle, parce qu'on a été capable de créer des très très grosses entreprises. Et moi, je parle souvent, nous, nos entreprises, on parle de PME. Nous, on dit, on investit dans des startups, mais très vite, on a des grosses PME qui font des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui créent des emplois. Et je crois que dans le débat sur la présidentielle, il va falloir garder ça au cœur des préoccupations, en se disant, c'est plus la Startup Nation, c'est effectivement la création d'emplois innovants dans le numérique qui irrigue tout le territoire, qui va faire aussi qu'on a pris conscience de la nécessité d'avoir des actifs industriels, de réindustrialiser. Et je pense qu'aujourd'hui, ce débat, il va se déplacer. D'ailleurs, on voit bien, on est plus enclin aujourd'hui à montrer les usines insectes qu'à aller faire une sortie à Station F pour montrer le rôle de la French Tech. T'as raison. Et le débat présidentiel va se déplacer dans les régions et dans la création d'emplois sur cette thématique. Absolument. Clément, un mot là-dessus. Tu sens une fracture? En fait, j'y réfléchissais moi-même. En fait, je m'en veux un peu quand on a monté cette chaîne de télé. On a utilisé le mot de start-up. C'est complètement idiot de ma part, de notre part. On n'a rien d'une start-up, on n'a rien d'innovant. On est une entreprise. Mais comme si tout à coup, on ne pouvait plus dire entreprise ou jeune entreprise. C'est plus chic, start-up. Mais voilà. Mais c'est peut-être une erreur. Comme le disait Bertrand, dans le fait d'une population qui n'arrive pas à comprendre cette mécanique et qui pense qu'en fait on joue avec leur pognon, qu'on est hors sol, ce fameux terme qui revient assez régulièrement. C'est vrai. Alors peut-être par contre dans l'expression même, la nation en mode start-up, ou en tout cas la Startup Nation, c'était plutôt, si je me souviens du propos d'Emmanuel Macron, l'idée de dire il faut que les entrepreneurs se réveillent ou il faut que les gens deviennent entrepreneurs. Ouais. En fait, c'était vraiment à la base, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui essayent de créer leur boîte. Je crois que c'était plutôt dans ce sens-là que Emmanuel Macron voulait le formuler, plutôt que de dire il faut qu'on reste une nation d'entreprises qui ne grossissent pas. C'est vraiment l'idée que mais avec son discours sur l'assignation à résidence dans les quartiers populaires, il disait aux jeunes des quartiers populaires, créez votre entreprise, devenez auto-entrepreneur d'abord, etc. Pareil, les chômeurs, créez votre entreprise au lieu d'attendre un emploi salarié traditionnel. C'était, je crois, dans ce sens-là que c'était utilisé. Tout à fait. Et ça reste aussi quand même un des d'actualité. Dans cette vision-là, mais par contre, effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit. Le problème, c'est toujours la croissance. Et après, on se gargarise souvent avec des anglicismes qu'on aime bien, mais effectivement, le terme start-up n'a sens, d'un sens très restreint. Et on l'utilise un peu à tort et à travers. Moi, le premier. Mais c'est ça, nation d'entrepreneurs. Voilà, il faut revenir à nation d'entrepreneurs. Tiens, puisqu'on en parle, même si je ne sais pas s'il est entrepreneur, pour moi, il ne l'est pas. Bernard Tapie, ça vous inspire un commentaire? Stéphanie, oui. Il était terriblement moderne, Bernard Tapie. Dans les années 80-90, c'était un entrepreneur, c'était un showman, il osait tout. Mais c'est pas un entrepreneur, Stéphanie. Un entrepreneur... Alors, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, il part d'une page blanche et il construit pas à pas ce qui va être une entreprise. Lui, il faisait des échafaudages de dettes. C'est pas un entrepreneur. Alors tu en as d'autres comme ça. Oui, bien sûr. Oh là, oui, il y en a même un que j'ai bien connu. Je travaille pour lui, donc oui, bien sûr, oui. Ça peut très bien marcher les échafaudages de dettes. J'ai aucun problème avec ça. C'est très entrepreneurial comme approche. Il a repris des entreprises, il les a retournées. Il a fait, il a l'OM. Il a quand même une action entrepreneuriale. Enfin, je sais pas ce qu'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. Pour moi, c'était quelqu'un, Bernard Tapie. Il osait, oui, c'est vrai. Qui a osé et quelque part, mais je sais que c'est un gars qui se jette du
haut d'un pont, c'est un entrepreneur alors. Avec un élastique, il prend un risque. Il peut. S'il fait ça de la Tour Eiffel et qu'après il fait une entreprise, pourquoi pas. Donc je pense que Bernard Tapie, il a osé. Il a réconcilié aussi dans les années 80. Mais imaginez une image de l'homme d'affaires qui pouvait prendre des risques et qui pouvait incarner le succès. Il osait tout. Et je crois qu'il a fait toute sa vie. Enfin, moi, je trouve que le personnage est impressionnant. Non, mais on a peut-être un petit conflit de génération là-dessus, parce que nous, on l'a vu dans les années 80 monter. Voilà. Je crois qu'il est arrivé. Bon, déjà, je pense que s'il est aussi populaire, c'est pas parce que c'est un immense chef d'entreprise. Il est très populaire parce que c'est sa personnalité. C'est un homme d'une authenticité palpable dans un univers médiatique où l'authenticité, ou dans un univers politique où l'authenticité n'est pas toujours la qualité première. Bon, donc il crève l'écran, c'est un showman, etc. Mais enfin, nous qui l'avons vu naître dans les années 80, bon. Je veux dire, il a réhabilité à un moment où la France en avait peut-être besoin, parce qu'on venait de quelques années de socialisme. La France avait besoin peut-être de ce discours, mais le côté self-made man, la réussite individuelle avant tout, etc., c'est un des ingrédients du capitalisme, c'est essentiel, mais ce n'est pas le seul. L'autre ingrédient, c'est quand même l'innovation, la création, l'esprit visionnaire. Mais bien sûr. Donc, c'est pas Jeff Bezos quand même, Bernard Tapie. Mais pour revenir à des dimensions plus françaises, c'est pas non plus Marcel Dassault, c'est pas Dubrul et Pélisson, c'est pas Édouard Leclerc, c'est pas Claude Bébéar. Des gens qui ont créé des empires quand même. Bon, donc voilà, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a bouleversé le capitalisme français. On a quelqu'un qui est arrivé et qui a été un peu instrumentalisé, peut-être d'ailleurs par François Mitterrand à l'époque, pour faire émerger un nouveau discours dans les médias dont on avait besoin. Et par ailleurs, c'est un type absolument extraordinaire pour tout un tas de raisons. Mais c'est pas quelqu'un qui a bouleversé l'économie française, quand même, et encore moins l'économie mondiale, comme le font quelques immenses capitalistes, comme Bezos ou autres, Elon Musk. Non, et puis tu as cité une série de noms là d'immenses moins connus dans les médias. Entrepreneurs français. Oui. Qui, alors, l'un d'eux, Dassault, il aura 6 pages dans le Figaro, ça, j'ai pas de doute. Marcel Dassault. Marcel toute la dynastie Dassault aura 6 pages dans le Figaro. Mais, mais les autres, certainement pas, quoi, en fait. Donc, effectivement, il y a... Dubrul et Pélisson ne sont pas extraordinairement connus. Ils ont juste créé le plus grand groupe hôtelier mondial. Absolument, tout à fait. Ou la famille Bellon, Sodexo. Enfin, bon, bref. Oui, tout à fait. Oui, moi, je crois qu'il est quand même aussi très connu pour son engagement politique. Et je me demande si, d'ailleurs, on ne le connaît pas davantage pour ça, et puis son aventure à l'OM, effectivement, que pour ses entreprises. Surtout qu'il n'a pas tenu à ce qu'on se rappelle particulièrement les affaires Adidas, Crédit Lyonnais. Alors Adidas, à la limite, c'est au bout, mais avant, moi, il se trouve que j'étais jeune journaliste dans le Nord, aux époques Terraillon, Vonder, etc. Bon, il laisse un champ de ruines. Bien sûr. Voilà, je veux dire, il laisse un champ de ruines totalement, quoi. Et je me demande si quand même, finalement, quand on rend un hommage à quelqu'un, on a tendance effectivement à oublier cette partie-là, mais je me demande si quand même, on n'oublie pas un peu l'idée que des entrepreneurs comme Bernard Tapie, ou en tout cas, on a un débat, des personnalités comme Bernard Tapie, n'ont pas aussi contribué à faire apparaître le monde des affaires comme sans scrupules, parfois corrompu, avec quand même... un certain nombre d'enquêtes, de mise en examen. Tout à fait. Alors, et c'est même cette notion très, très importante. Je me sers du prof d'éco. Comment ça se traduit en français? Crony capitalism. C'est-à-dire, Laurent Mauduit de Mediapart a une très belle traduction, le capitalisme de la barbichette. Ah oui, je ne la connaissais pas. Elle est magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique. Et c'est vrai que ça, on n'est pas dans ce qui fabrique la croissance, bien au contraire. On est dans ce qui fabrique la rente, dans ce qui appauvrit le pays. Voilà, avec ce que la théorie économique appellerait la capture du régulateur, puisqu'il y a quand même au moins des intersections entre le monde des affaires et la régulation publique. Qui a quand même été pas loin de coûter cher à une grande dirigeante européenne. Je vous trouve un peu rude quand même tous. Oui, bah oui. Je pense que... Alors moi, j'étais Je suis d'accord, Stéphanie. J'ai vu mon LinkedIn, mais rempli d'hommages de jeunes entrepreneurs de la French Tech qui voyaient Bernard Tapie qui le voient avec... Alors c'est peut-être moi ce qui me perturbe dans ma lecture de Bernard Tapie, où je me dis, bah ouais, mais dans les années 80, il était... Alors, je n'ai pas fouillé comme toi rien du tout. sur la façon dont il a repris ses entreprises. Mais en tout cas, il a raconté une histoire. Et puis, il a fait bouger les lignes en politique. Je pense que ces batailles très, très précurseuses contre le Front National étaient quelque chose. Il a réveillé aussi une certaine envie de se lever le matin et d'aller faire les choses. Alors, je ne sais pas, pour moi, j'ai un regard sur l'homme en me disant il a quand même tout osé. Tu sais, moi je pense que c'était
le meilleur des vendeurs de France. J'ai beaucoup de respect pour ce terme, j'en faisais un slogan, hein, vive les vendeurs, etc. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Celui qui arrive à déclencher l'alchimie extraordinaire de l'acte d'achat, on devrait beaucoup plus le... Et je crois que c'était un vendeur exceptionnel. Moi, je l'ai vu tout jeune. Justement, c'était à l'époque de Terraillon. Il avait une école de vente. Et on pouvait assister, parce qu'il avait compris qu'il avait besoin des médias, et on pouvait assister à quelques sessions. Moi, je garde un souvenir de 2 heures de tapis face à des jeunes vendeurs. C'était absolument exceptionnel. Derrière, tu allais vendre mais toutes les balances Terraillon de la Terre. Voilà. Non, mais il est absolument fascinant. Voilà, c'est un personnage absolument fascinant. Mais c'est pas un grand patron du capitalisme français. C'est pas un visionnaire. C'est pas dans l'histoire de France, il restera pas comme un grand capitaine d'industrie ou quelqu'un qui a créé un empire industriel, financier ou autre. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, le personnage. Mais non, mais c'est super intéressant. Le personnage est extraordinaire. Mais c'est super intéressant, Bertrand, parce que c'est la façon dont notre pays perçoit l'entreprise. Oui. Le témoignage de Stéphanie, que aujourd'hui, une masse de jeunes entrepreneurs, des dizaines, des centaines sur ton LinkedIn, rendent hommage à Bernard Tapie. Je me dis, tiens, je me demande il y a encore du boulot quand même. S'il avait créé Amazon, qu'est-ce que ça aurait été? C'est pas 6 pages qu'il aurait eu. Alors là, c'est 24 pages. Il avait une phrase. Donc, tu parlais de Crédit Lyonnais. Il faut avoir 3 heures à perdre. Hein. Mais si vous avez 3 heures à perdre, un jour de pluie, j'en sais rien. Ça peut arriver. Il faut aller regarder l'audition. Donc, c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale, je pense. C'est marrant parce que c'est Jérôme Cahuzac, par exemple, qui mène le truc, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est assez drôle quand même. L'audition de Bernard Tapie, donc au moment où les gars sont en train, il y a une commission d'enquête pour savoir s'ils méritent vraiment ces 400 millions d'euros de préjudice, etc. Et tout. Mais c'est extraordinaire. Alors il y a des moments, il faut connaître l'affaire Crédit Lyonnais, mais peu importe. Et à un moment, il dit, bon, maintenant ça suffit les gars. Ce qui compte, parce que c'est comme ça. Ce qui compte, c'est pas l'argent que vous allez me donner, c'est ce que j'en ferai. C'est intéressant. Tout est dit. Tout est dit du personnage, mais j'ai envie de dire, là pour le coup, il n'a pas totalement tort, hein, d'une certaine manière. Surtout qu'il est quand même dans un endroit, la commission des finances de l'Assemblée nationale, où il est bien de rappeler que la dépense publique n'a d'intérêt que si elle est évaluée et qu'on... Ouais. Tout à fait, tu as raison. Que si on est, qu'on juge plutôt la qualité de la dépense publique que simplement le montant du chèque. Voilà. Bon. Enfin, force est de constater qu'il n'en a pas fait grand-chose. Bon, on a tout dit sur ce chapitre. On a tout dit sur ce chapitre. On marque une pause. Le pouvoir d'achat dans un instant. On repart. Donc, on repart avec. Alors, tiens, et d'ailleurs, est-ce que vous savez que c'est une journée d'action de la CGT aujourd'hui? Ah non. Non. Clément, tu sais pas. Ça se perçoit. Parce que tu lis les Échos comme moi. Voilà. Et c'est en lisant l'interview de Monsieur Martinez dans les Échos que j'ai appris que j'ai appris que c'était une journée d'action de la CGT. Parce que ça... Non mais alors Bertrand, c'est quand même un sujet quand même, la disparition des syndicats, non? Juste comme ça en incite. La disparition des syndicats. Là, on a affaire à des mots d'ordre nationaux dont on sait très bien qu'ils n'arrivent jamais, depuis de très nombreuses années, à mobiliser. Même sur les retraites d'ailleurs, puisqu'en fait, ils n'arrivent à mobiliser que les grandes entreprises publiques avec des restes de régimes spéciaux. Bon, donc c'est pas une nouveauté. C'est pas au niveau interprofessionnel que ça se passe. Donc, il ne faut pas... c'est du théâtre au niveau interprofessionnel. Moi, c'est la première fois de ma vie de journaliste. Au niveau des branches et encore plus au niveau des entreprises, le dialogue social n'a jamais été aussi vigoureux. Vivant. Et avec des thématiques, et là, il faut rendre grâce à l'élargissement du spectre du dialogue social des entreprises prévues en particulier par les ordonnances Macron de 2017, mais aussi par la loi El Khomri de 2016, etc. Bon, donc, le dialogue social n'est pas mort du tout, il se fait plutôt à bas bruit au niveau des entreprises et dans une moindre mesure sur les branches professionnelles. Et là, la CGT, elle signe plus de 80% des accords. Ouais. Personne ne le sait. Et au niveau interprofessionnel, là où, désolé, mais beaucoup de syndicalistes sont un petit peu hors sol, ça n'embraye pas. Et donc, on a l'impression que le syndicalisme est mort, qu'ils ne servent plus à rien, qu'ils sont complètement coupés de la réalité. Mais le syndicaliste, le délégué syndical d'une entreprise, il est généralement pas du tout coupé de la réalité et il fait des compromis raisonnables avec son employeur.
Donc il y a un effet de loupe en fait. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a 5000 manifestants seulement et qu'effectivement c'est du pur théâtre qu'il ne se passe rien dans les profondeurs du dialogue social. Et ce que tu appelles l'interprofessionnel, c'est là où les mots d'ordre deviennent nationaux, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Quand on quitte avec des confédérations qui n'ont pas toujours prise sur les fédérations d'ailleurs et qui parfois sont totalement autonomistes. Voilà. On pourrait regarder syndicat par syndicat. Il y a des syndicats, je ne nommerai pas, qui n'ont en fait même pas la capacité d'agir sur leur fédération. Parce que chaque fédération est une puissance. Et c'est vrai que moi, je me souviens de discussions avec notamment la CGT Métallurgie, où tu n'avais pas du tout l'impression de parler à des gars de la CGT. Évidemment. Ils parlaient modernisation, robotisation, capital, évidemment. Marché à l'export. C'est la même chose pour la CFE-CGC, c'est la même chose pour FO. Voilà, bien sûr. Oui. Et ça, c'est sain comme fonctionnement, finalement. On n'a pas besoin d'avoir des syndicats exposés à l'échelle nationale qui ont des propos qui sont parfois des propos politiques, ou tu considères que quand même il faudrait qu'ils aient un tout petit peu plus de lumière? Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe au niveau des entreprises et des branches professionnelles. Ouais. Voilà. Au niveau national, on doit rester au niveau des généralités et on se rend compte que le dialogue social interprofessionnel, depuis de nombreuses années, est en état de coma dépassé. Voilà, c'est pas là que ça se joue. Mais on en a pas besoin. Ouais, non, mais parce que pour préciser ma question, on peut voilà, c'est ça. Tu dis on peut s'en passer. Non, je crois qu'il y a des sujets dont il faut débattre. Je pense que même sur des sujets sur les retraites, on peut pas faire l'impasse par une discussion, mais ça reste de la concertation. Enfin, on va pas. Le sujet des retraites est un sujet qui touche finalement des corporations par corporation. Souvent, c'est pas au niveau national que ça se fait. Ouais. Et à chaque fois que ça explose du côté de la RATP et de la SNCF, le sujet n'est pas au niveau national qui se traite. C'est au niveau des entreprises. Clément, tu as un avis là-dessus? En fait, ça me rappelle juste une petite parenthèse historique. Je crois qu'il faut se souvenir que les syndicats en France ont deux aspects d'une certaine manière. Il y a là, effectivement vraiment l'aspect négociation dans l'entreprise, dans le cadre d'un système qu'on appelle le système paritaire, et qui n'est d'ailleurs pas uniquement vrai dans les entreprises privées, qui s'occupent également, par exemple, de la gestion de l'assurance chômage. Et là, on a effectivement des syndicats qui, effectivement, signent les accords, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. C'est un dialogue social à la fois normal et un peu normalisé. Mais il faut se souvenir que la tradition française, et ça remonte à la charte d'Amiens de 1912, c'est des syndicats et notamment la CGT, qui est signataire de la charte d'Amiens des syndicats révolutionnaires, et qui s'engage non seulement dans le dialogue social, mais pas uniquement dans le dialogue social, mais pour renverser le capitalisme. Et il y a vraiment cette dimension-là, et je rappelle quand même que la CGT, mais d'autres, sont toujours signataires de la charte d'Amiens, et ont toujours pour partie, alors ça peut être peut-être au niveau national, mais garder cette ambition de ne pas être qu'un organe de négociation au niveau microéconomique, quelque part de l'entreprise ou de la branche, mais d'être une sorte de quasi-parti politique parallèle, et cette dimension-là, par contre, elle est extrêmement affaiblie. C'est pas vrai de la CFDT, ça? Pas du tout, non. C'est très propre à la CFDT. Mais la CFDT n'est pas dans la tradition de la charte d'Amiens. Ouais. C'est le syndicalisme révolutionnaire. C'est typique des syndicats. C'est Sud, c'est la CGT. Voilà, Solidaire, FO, etc. Stéphanie, un commentaire là-dessus? En gros, on le voit quand la SNCF est en grève, quoi. Mais à part ça... Oui, c'est ça. Oui, mais tout ce que nous dit Bertrand est très intéressant. Et donc, question du pouvoir d'achat. Donc la question des salaires et du pouvoir d'achat qui s'impose dans la campagne. Et j'ai l'impression, Bertrand, que ça y est, on est en train de totalement buter sur la question du coût du travail. Et qu'on invente, alors tiens, rendons-lui encore hommage, ce que Jean-Marc Daniel appelle l'exil fiscal intérieur. C'est-à-dire que je vois Xavier Bertrand, là, donc, qui détaille une nouvelle prime d'activité XXL, donc moyen de contourner l'ensemble des charges. Je ne dis pas de bêtises, la prime d'activité, elle ne donne pas droit à des cotisations retraite, par exemple. c'est ça. Ah bah non, oui, voilà. On ne cotise pas dessus, non. Ah bah oui, mais, oui. non, mais c'est intéressant. Et voilà, c'est intéressant. Donc, Xavier Bertrand, c'est heures supplémentaires défiscalisées, prime d'activité XXL, et système de primes qu'on a appelé prime Macron à un moment, qu'on peut donner ponctuellement. Tout ça pour arriver à un salaire qui ne doit pas être inférieur à 1 500 € par mois, moyennant quoi le gouvernement répond déjà que la prime d'activité aujourd'hui amène le salaire le plus faible à 1 464 €. Comment est-ce que tu regardes tout ça ? Déjà, ce qui est extraordinaire, c'est que le pouvoir d'achat est parti pour être un des thèmes centraux de la campagne. Ouais.
manifestement. Alors c'est lié à l'effet loupe de l'inflation sur un certain nombre de produits, bon, l'énergie en particulier, donc qui mord sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, c'est un premier élément. Alors même que le chômage est encore à 8%. Et quand on regarde les sondages, on se rend compte que l'emploi est très loin derrière les premières revendications qui sont le pouvoir d'achat et puis les problèmes de l'environnement. Et alors c'est amusant parce que quand on regarde sur longue période, je m'étais amusé à ça il y a quelques années, si on regarde pour longue période les courbes la courbe de la Sofres non, c'est Ipsos, sur quel est votre thème prioritaire et si on met ça en regard avec la situation du chômage, on s'aperçoit qu'en fait, dès que le chômage est à 8%, la thématique du pouvoir d'achat passe au-dessus des préoccupations, en tête des préoccupations, en tout cas devant le chômage. Ce qui laisse penser que les économistes n'ont pas tout à fait tort quand ils disent que le chômage structurel en France doit pas être très loin de 8%. Avec qu'on est à 8%, des tensions invraisemblables sur le marché du travail. Donc on est au chômage structurel et y compris dans l'opinion, considère qu'il n'y a plus de problème de chômage, alors qu'il y a encore 8% de la population active. Plus, on pourrait quand même ajouter quasiment 2 points de personnes dans le halo autour du chômage, enfin 2,5 points à peu près de la population active. Bon, donc on a quand même une insuffisance de travail en France et c'est la thématique du pouvoir d'achat qui vient en premier. Alors après ça, il y a le gouvernement qui court après le pouvoir d'achat, donc il suit. Le problème, et on l'a déjà vu parce qu'on a de très très nombreux exemples par le passé, c'est que ça ne suffit jamais. C'est-à-dire qu'il y a un écart énorme entre la progression du pouvoir d'achat telle qu'elle est analysée dans les statistiques et elle augmente. Je rappelle que l'année dernière, le pouvoir d'achat, donc le revenu des ménages en réel, corrigé de l'inflation, a augmenté. Absolument. Alors même qu'on a une récession de plus 8%. Absolument. Il a augmenté de 0,4%. Bon, cette année, il devrait augmenter quasiment de 2%, donc en pouvoir d'achat. Donc les chiffres sont tout à fait éclairants. Donc le pouvoir d'achat des ménages a été totalement préservé au prix d'un alourdissement gigantesque de la dette publique, évidemment. Et en même temps, il y a une insatisfaction sociale énorme parce qu'il y a un écart entre le ressenti et le pouvoir d'achat. Alors par rapport à ça, les hommes politiques réagissent de manière relativement classique en proposant des défiscalisations, des baisses de cotisations, etc. Alors Xavier Bertrand, sa spécificité, c'est qu'il encapsule ça dans un discours assez sarkozyste de 2007 sur le travailler plus. Total, j'allais parce que derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a une insuffisance de travail, donc il revient sur la défiscalisation des heures supplémentaires, etc. Mais l'idée est toujours la même, en fait, c'est de répondre à cette insuffisance de pouvoir d'achat par des mesures fiscales. Mais est-ce que c'est pas aussi quand même, c'est très intéressant. Donc les chiffres, puisque en fait c'est le gouvernement, c'est Bercy dans les annexes au budget qui a envoyé un certain nombre de chiffres et donc qui assure que le pouvoir d'achat a progressé 2 fois plus vite entre 2017 et 2022 que sous les 2 quinquennats précédents, avec un gain plus marqué pour les revenus les plus modestes. Exact. Oui. Le revenu des ménages serait supérieur de 8% en 2022 à ce qu'il était en 2017. Bien sûr. Et donc notamment pour le premier décile, c'est la revalorisation des prestations. Et pour l'ensemble de la population, c'est l'effet assez massif de la taxe d'habitation. Voilà. Je précise que le calcul de Bercy prend en compte une perte nette de 2 milliards d'euros avec la réforme de l'assurance chômage. Oui, mais est-ce que ce seuil structurel à 8% n'est pas justement lié au fait que le travail ne paye plus assez ? Tu vois, les deux en fait se répondent. Si tu arrives à baisser les charges et à revaloriser le salaire net, puisque c'est ça le sujet, alors peut-être que tu attaques ce socle de 8%. Oui, mais bon, ça a déjà été fait. Encore une fois, il y a des limites à ce qu'on peut faire avec la fiscalité et les mesures sociales. Tout ça se fait quand même au détriment de l'avenir des finances publiques. Parce que tout ça n'est pas financé. Donc, il y a des limites. Si c'est de l'activité supplémentaire, ça s'autofinance. Mais non, non. Mais non, c'est pas. Il y a une perte quand même. On n'est pas encore au niveau de la courbe de l'affaire. On n'est pas au sommet de la courbe. Non. Bon. Mais si c'est de l'activité supplémentaire, si c'est des gens qui retournent au travail alors qu'ils n'y sont plus.
Oui, d'accord, mais globalement, ça fait quand même des. Oui, mais d'accord, mais ça fait quand même. Au final, ça fait quand même une baisse de recettes. Ça s'autofinance pas quand même. Voilà. Donc, les seules choses qui peuvent plus ou moins s'autofinancer, c'est des baisses de charges sur les bas salaires, éventuellement ciblées sur le SMIC. Mais là, on a déjà fait tellement qu'on peut plus rien faire. Il n'y a plus de cotisation sociale au niveau du SMIC, enfin de cotisation patronale. Bon. Donc maintenant, la politique alternative, ce serait de baisser les impôts, mais que ce soit financé par des baisses de dépenses. Et or, on sait qu'en France, le sujet, c'est surtout les dépenses sociales. Donc, est-ce qu'on a le courage de remettre en cause certains éléments du modèle social, du remboursement de l'assurance maladie, des retraites? Je rappelle qu'il y a quand même 28 points de cotisation salariés et patronales qui pèsent sur le salaire brut. 28 points de cotisation. C'est le taux le plus élevé, je crois, de l'OCDE, en tout cas de l'Europe. On pourrait peut-être en discuter de ces 28 points. Mais pour ça, en face, il faut faire une réforme assez puissante des retraites, c'est-à-dire ramener l'âge de la retraite, remonter l'âge de la retraite. Voilà. Donc, est-ce que les Français sont prêts à entendre ça? Voilà. Sinon, si c'est pour baisser les cotisations d'un côté et augmenter les impôts de l'autre, c'est pas très intéressant. Stéphanie? Je crois que le sujet clé, ça va être la retraite. C'est aujourd'hui, quand on regarde toutes les mesures qu'on n'a pas fait pendant ce premier quinquennat, la prochaine étape, ça va être d'avoir le courage de se dire 62, 63 ans, 68 ans, on a une amélioration de la santé. En plus, d'ailleurs, on devrait montrer que quand on continue à travailler, on reste en meilleure santé plus longtemps, mais il faut motiver les Français pour leur dire le travail... ça se fait le plus longtemps possible, parce que tant qu'on ne touchera pas à ça, on ne va pas être dans des sociétés où on a 30 ans sans bosser à la charge des actifs, des jeunes actifs. 1,4, c'est ça le chiffre, je l'ai en tête, 1,4 actifs pour un retraité là aujourd'hui. Donc on n'est quand même pas très loin du... Oui, je crois qu'il est... Non, mais je crois il est bien gravé dans mon cerveau celui-là. Dans mon cerveau de 56 ans, tu vois, 1,4. Oui, mais alors ça veut dire que... Parce que Clément, je sais là, mais c'est un truc auquel je réfléchis en ce moment. Édouard Philippe, donc il part, alors lui, carrément, il monte à 67 ans, voilà. Et il y avait eu une interview du président du Conseil d'analyse économique, Philippe Martin, dans les Échos, il y a 3 semaines, qui était titré d'ailleurs « L'état de nos finances publiques impose la réforme des retraites ». Bon. Mais ça veut dire qu'on considère... Oui, mais attends, Bertrand... Ça veut dire qu'on considère, parce que personne ne parle de baisser les cotisations, dans aucune réforme, ça veut dire qu'on considère qu'on va accumuler des excédents du côté des retraites pour aller puiser dedans et qu'on transforme ça en une sorte d'impôt, comme on l'a fait pour les cotisations chômage. Mais oui, mais et donc on en est là. L'effort qu'on doit faire dans un certain nombre de domaines, qui sont la défense, probablement, la sécurité en général et la défense. La transition écologique, qui va coûter, comme dirait le président de la République, un pognon de dingue. Oui, mais il y en a du pognon pour la transition écologique. C'est pas du pognon public, ça. Il n'y a pas besoin de pognon public pour la transition écologique. Non, mais d'accord, mais il en faut aussi un petit peu, public ou parapublic, l'investissement dans les centrales nucléaires qu'il va falloir faire de nouveau, c'est de l'argent quasiment public. Enfin, bon. Donc, il y a des questions d'infrastructure. On va avoir des financements aussi dans l'éducation, la recherche. L'éducation, c'est pas que du public, mais enfin, il faut aussi remettre à niveau nos universités, etc. Bon, tout ça, c'est la même poche. C'est la même poche, c'est de l'argent public, tout ça quand même. Donc, effectivement, le sujet, c'est pas l'équilibrage des systèmes de retraite, c'est bien un sujet global, finances publiques. C'est comme ça qu'il faut le penser. D'accord, mais probablement travailler plus longtemps. Les retraites sont un prétexte. À ce moment-là, les retraites deviennent un espèce de... Le problème n'est pas l'équilibre comptable des systèmes de retraite. Non, parce que celui-là, finalement, il n'est pas très loin d'être assuré. On est d'accord. Oui, enfin, il faut faire pas très loin, effectivement. Enfin, après, ça dépend des hypothèses. Ça dépend quand même des hypothèses démographiques, mais qui ne sont pas forcément aussi favorables d'ailleurs qu'il y a quelques années. Mais bon, voilà. Il faut, si effectivement on voit ça comme un équilibre comptable du système de retraite, on se heurte effectivement à un vrai argument qui est mais vous n'avez pas besoin de faire une réforme aussi dure. Mais si maintenant vous dites il faut travailler plus longtemps parce qu'il va falloir financer un certain nombre de choses extrêmement lourdes pour notre avenir, là ça devient audible. Peut-être. Clément ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça me passionne comme sujet, oui, ça je dois te dire. discussion qu'il y a justement pour distinguer la dépense publique d'investissement et la dépense publique, on va dire, de dépenses courantes. Et c'est Philippe Aghion qui proposait récemment, y compris dans la comptabilisation publique, dans la comptabilité publique et dans d'éventuels nouveaux traités, qu'on sépare la dépense publique et donc éventuellement la dette publique qui est liée à des financements type transition écologique, éducation, mais qu'on considère comme des dépenses qui augmentent à long terme la croissance potentielle, des investissements versus la dépense publique
de fonctionnement, et la retraite n'est pas une dépense qui augmente la croissance publique, la croissance potentielle. Bon, le problème, c'est que comment on fait une taxonomie de la croissance potentielle Voilà, c'était la réponse. C'était un débat avec Patrick Artus qui lui avait répondu. Il lui avait répondu, mais à juste titre, il lui avait répondu. Alors, on a déjà une taxonomie du vert, on sait ce qui est vert, et maintenant, on va faire une taxonomie de la croissance potentielle. Je veux noter la taxonomie de la croissance potentielle. Taxonomie de la croissance potentielle. Magnifique. Bon, c'est très difficile à faire, et puis déjà qu'on mais a comment quand ça, même du mal. C'est très difficile à faire. Enfin, on voit bien où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on dépense en fonctionnement quand même. Quand tu reconstruis un hôpital, t'investis. Faire un rond-point, c'est la croissance potentielle. Oui, mais même augmenter les profs sans modifier l'organisation de l'enseignement national, dans l'organisation. Sur un sujet qui me passionne. Oui, c'est de la croissance potentielle parce que tu vas aller gagner des profils que tu n'as pas aujourd'hui. Mais c'est très difficile à mesurer. Pour mettre en face des mondes. Est-ce qu'on le met à 100%? D'accord. Est-ce qu'on le met à 100% sur la dépense de croissance potentielle, ou est-ce qu'on le met en partie à comment on pondère? Il est d'accord, Clément, pour augmenter les profs. C'est ça. Sauf que dans mon calcul, c'est pas les profs en université. Pour les doubler ou les tripler. Non, mais c'est juste primaire et secondaire pour moi. Mais pour toi, c'est trop tard. Juste peut-être une petite remarque sur ce qui a été dit sur Xavier Bertrand améliorer le travail. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, Xavier Bertrand ne propose rien de très différent et que c'est assez quand même technocratique comme mesure. C'est-à-dire que c'est des empilements de mesures qui sont quand même. Proposer d'autres. Alors voilà, est-ce qu'il est en désaccord avec la politique actuelle? La réponse étant pas vraiment. C'est ça. Bon, il y a rien de. Oui, non mais je suis d'accord. Il y a rien de tellement. Non mais bien sûr. Donc, effectivement, on élargit ce qui existe déjà. Je rappelle quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, que effectivement, la défiscalisation des heures supplémentaires existe déjà, même si elle est relativement plafonnée. Je crois que c'est 5 000 € d'impôt sur le revenu en maximum. Ça rentre dans le calcul général des niches, non? C'est ça? Oui, voilà. Donc ça dépend si tu as une femme de ménage dans un coin, etc. Et tout, voilà. Bon, c'est ce qui existe déjà c'est la grosseur du trait. Ouais, enfin, grosseur du trait, faut pas, parce que, en fait, je savais pas, j'ai été regarder la prime d'activité, c'est 10 milliards quand même. Oui, bien sûr. Un gros trait. Oui. Mais c'est pour ça, quand c'est 10 milliards, 100 millions ou 5 milliards, 5 milliards. Par les temps qui courent, quand on se réveille le matin, à moins de 5 milliards, t'as pas grand-chose. Hein. C'est ça. Bon, voilà. On va quand même pas mégoter pour 5 milliards d'euros de prime d'activité. Non. Voilà. Je rappelle que la campagne électorale va se dérouler dans un contexte où l'État a abandonné provisoirement toute idée de normes sur les dépenses publiques. Moi, j'ai vécu dans un d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai vécu dans un univers étatique où la construction de la loi de finances, c'était ce qu'on appelait la norme zéro volume, c'est-à-dire que les dépenses de l'État ne devront pas progresser plus que l'inflation. Bon, ça a l'air de rien, ça a l'air un peu simple et voilà, mais compte tenu du fait qu'il y a toutes les dépenses sociales qui spontanément progressent beaucoup plus que l'inflation, en fait, une norme zéro volume, c'est assez exigeant, ça contraignait énormément le budget de l'État. Là, depuis maintenant 2 ans, il n'y a plus aucune norme budgétaire. Donc, à la limite, c'est illimité. Il n'y a plus aucune force de rappel. Et c'est limité pour tous les futurs candidats, d'ailleurs. Voilà. Personne n'a vraiment envie, d'ailleurs. Et en fait, le sujet va devenir... Édouard Philippe, mais c'est parce qu'il n'est pas candidat. C'est ça. Le sujet va devenir européen, c'est-à-dire franco-allemand, et l'Allemagne, pour l'instant, est politiquement inaudible pendant quelques semaines ou quelques mois, puisqu'ils n'ont pas de chancelier. Voilà. C'est super. Mais il va y avoir une explication, je pense, une explication de gravure d'ici 6 mois. Vas-y Stéphanie, exprime-toi, parce que... Moi je pense que là on est parti pour une campagne qui va être une non-campagne, où on ne va pas traiter des sujets de fond qui sont ces sujets de... est-ce qu'on a les moyens de financer notre croissance à venir, et est-ce que d'ailleurs on a le courage d'expliquer, parce qu'on a vécu dans une abondance budgétaire ces 2 dernières années. Ouais. Est-ce qu'on a le courage d'expliquer ce qui pourrait se passer et quels sont les scénarios? Et ça, je pense qu'aucun des candidats ne va oser le faire. Et aujourd'hui, on rentre plutôt dans une logique où c'est à celui qui va inventer sa nouvelle dépense en milliards pour créer encore plus de croissance. Et là, je pense qu'à un moment, on peut se réveiller un petit peu durement. Alors, tout se passe, si tout se passe comme prévu, pas de sujet. Mais si, pour une raison X ou Y, demain, on a une nouvelle pandémie, un nouveau risque climatique qui arrive, ou une cyberattaque massive, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, la cyberattaque massive, Stéphanie, c'est un sujet très, très intéressant. Quel que soit l'état de tes finances publiques, tu seras...
mais il faut être plus ou moins en mesure de l'absorber. Tu sais, c'est toujours pareil. Hein, ouais, enfin bon, mais en même temps, je ne crois pas que avoir plus ou moins de dettes règle. Bon. Oui. Et juste une dernière chose qu'on n'a pas abordée et qui sera sans doute aussi un des thèmes autour de cette question de mieux rémunérer le travail, c'est la question quand même des inégalités. Parce que mieux rémunérer le travail, ça fait écho quand même aussi aux différences qui peuvent exister entre les salaires dans les entreprises. Différences qui, rappelons-le, quand même, ne sont pas considérables en France, ou en tout cas qui sont dans une norme parfaitement raisonnable par rapport aux pays développés, aux normes OCDE et en particulier aux États-Unis, par exemple. Mais mieux rémunérer le travail, ça fait également écho à ce travail-là de mise en évidence qu'il y a quand même des inégalités et certains candidats, sans doute, iront dans ce sens-là en disant... Après, notre système de répartition après impôt non, mais bien sûr, tellement puissant. J'en suis convaincu. Je ne sais pas où est-ce que tu peux aller chercher des marges là-dessus. Moi, je ne demande surtout pas à ce qu'on aille chercher des marges supplémentaires. Non, parce qu'il faut regarder. Tiens, on reprendra les chiffres parce qu'ils sont très, très spectaculaires. Oui. Je ne les ai pas en tête, mais je sais où ils sont. Après un chiffre simple, le rapport interdécile avant-après, on passe de 6,1 à 3,5 en gros. À peu près. Oui. Voilà, c'est ça. Le ratio entre les 10% les plus riches et les revenus des 10% les plus pauvres. En gros, pour le seuil d'entrée aujourd'hui pour les 10% les plus riches, c'est à peu près 3 500 € par mois, net. Le seuil de rentrée dans les 10% les plus pauvres, c'est un peu moins, c'est à peu près 1 000 €, en gros. Donc on est à un ratio 3,5. S'il n'y avait pas la redistribution, ce serait le double. Voilà, à peu près. Donc il y a un énorme, effectivement, déjà effort qui est fait. N'empêche que certains candidats exploiteront l'idée que le Covid a encore creusé les inégalités. Quand bien même, on citait les données... C'est les chiffres de Bercy, il va falloir attendre ceux de l'INSEE quand même pour être sûr. Enfin, l'étage d'en dessous. Ouais. Non, si tu dis ça, tu as l'air de dire ce qui est... Alors non, on n'a pas le droit de dire ça. Non, je plaisante. Prof d'éco n'a pas le droit de dire ça. Mais l'INSEE est totalement... Non, bien sûr, l'INSEE est totalement indépendant, mais justement, il y a une récente mesure sur quelle est l'évolution par décile des mesures prises par le gouvernement en termes de pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat a plus augmenté pour les 10% les plus modestes par rapport aux 10% les plus favorisés. Donc on est sur des taux d'augmentation de pouvoir d'achat 2017-2020 qui sont quand même un peu plus favorables aux revenus faibles. Notamment dû à la revalorisation des prestations, ce que tu décrivais, Bertrand, qui vont plus vite que l'inflation. Mais cette histoire de normes budgétaires, enfin... Plus personne. Enfin, je veux dire, à partir du moment, les Américains en ont pas plus que nous, à mon avis. Peut-être même que les Allemands n'en ont plus non plus en ce moment. C'est-à-dire, tu sors d'une telle période que tu peux pas d'un claquement de doigts revenir essayer de remettre. Non, mais le problème, c'est qu'on s'est, de manière assez subreptice, on est passé de la gestion de la crise, les dépenses de santé, évidemment, pour lutter contre l'épidémie, le chômage partiel, l'activité partielle, etc. On est passé de cette réponse immédiate face à la crise à des dépenses qui sont structurellement plus élevées. C'est-à-dire que le déficit structurel s'est accru, il n'y a pas que le conjoncturel. Bon, la revalorisation des profs, c'est sans doute une très bonne mesure, c'est pas le sujet. C'est juste que c'est du structurel et ça n'a strictement rien à voir avec la pandémie. Bon, tous les plans de relance sur l'énergie, l'environnement, la prime rénov', etc., qui coûtent des milliards, ça n'a strictement rien à voir avec la pandémie. Ça a tout à voir avec une volonté politique qui est tout à fait respectable de faciliter la transition énergétique. Simplement, il faut bien le payer un jour. Ce n'est pas les Allemands qui vont nous le payer. Donc, il ne faut jamais oublier que l'euro, c'est une sorte de maison dans laquelle il y a des colocataires. Voilà. Et il ne faut pas faire trop de bruit. Et puis, il y a un règlement de copropriété, etc. Voilà. Et il y a un moment... Je crois pas que depuis le temps, les colocataires, ils ont compris qu'il y avait la fête tous les samedis soirs et que tu ne pourras jamais rien y faire. Tu vois, ils ont annoncé, ils ont acheté des boules caisses. Jusqu'au jour où... Le syndic de copropriété qui s'appelle la BCE laisse beaucoup... Pour l'instant, il est plutôt coulant, le syndic. Oui. Voilà. Mais Bertrand, tu penses vraiment qu'un jour où... Un jour où quoi ? On se réveille, tu crois ? Tu crois qu'aujourd'hui, on se réveille sur la dette, sur le fait qu'on se dise qu'on ne peut plus vivre comme ça, alors que là, j'ai l'impression qu'on est parti dans des années d'abondance. S'il n'y avait pas la zone euro, ça fait sans doute belle lurette ça se serait soldé par un certain nombre de dévaluations, et donc d'inflation, de ponction sur le pouvoir d'achat, etc. Donc on est protégé effectivement par la zone euro, qui est une sorte pour certains pays, d'extraordinaire anesthésiant. Voilà, donc maintenant la France a été... Non, mais ça c'est très, très intéressant, hein, Bertrand, comme réflexion.
effectivement. Et on ne dira l'euro nous protège aujourd'hui, mais nous a mis dans une dépendance assez terrible, en fait. Voilà. Et pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que fera la Banque Centrale Européenne, justement ? Il y a un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait avec... alors, ça peut être, le débat, il n'a pas tellement lieu sur qu'est-ce qu'on fait avec les obligations publiques achetées pendant la dette Covid. Hein. En gros, la BCE n'a aucune raison de les sortir de son bilan. Donc, c'est de la dette, de manière consensuelle, éternelle. Il y a de la dette gratuite. Qui a une durée de vie infinie, donc c'est de la monnaie. On est d'accord. Donc on s'en fiche pour cette partie-là. Et si on s'en fiche pour cette partie-là, le débat qu'il va y avoir aussi bien entre les économistes qu'entre les décideurs publics, c'est pourquoi on ne ferait pas la même chose sur une partie plus ou moins grande de ce qui reste. Et les débats, ils sont très importants parce que donc il y a un débat vraiment clivant. Hein. Ça va de Thomas Piketty ou Isabelle Coupet-Soubeyran pour des économistes qui sont favorables à ça, à d'autres économistes qui sont défavorables pour d'autres raisons, l'inflation et plein d'autres qui peuvent parfaitement s'entendre. La fuite devant la monnaie. Oui, le juge de paix, ce sera l'inflation. Oui, il y a un moment, le banquier central. Attends, non. Il est à 5 ou 6%. Enfin, je rappelle qu'une inflation à 5%, c'est une amputation du pouvoir. Oui, mais tu l'as pas. Non, mais tu as peut-être d'autres risques. La fuite devant la monnaie, avant même l'inflation. Mais la fuite devant la monnaie, ça génère l'inflation. Ça nous ramène au GAFA. Regarde tout ce qui se passe. Regarde tout ce qui se passe. Avant que l'émission commence, on parlait ensemble du Bitcoin. Il faut regarder tout ça. Voilà. Face à une situation jamais vue, nous allons peut-être aussi avoir des comportements qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Et je terminerai en disant que beaucoup de travaux ont lieu aujourd'hui, y compris à la Banque Centrale Européenne, qui émanent aussi de la BCE. C'est pas que les notes de certains économistes qui envisagent la possibilité que la Banque Centrale Européenne ait un futur plan à nouveau de relance, mais pas non plus de relance pour financer des obligations publiques, mais de financement de toute la transition écologique. Alors il y a des chiffrages, c'est l'idée qu'on entend de plus en plus de verdissement, comme on dit, de la politique monétaire. Donc en vrai de faire du quantitative easing, mais à encore plus grande échelle et dans le vert. Et ça vient alors aussi bien de la BCE que de certains économistes. Donc tout à fait. Je ne dis pas que je suis favorable, pas du tout. Je dis simplement que ça sera un des éléments peut-être de surprise dans les années à venir. Bertrand, vas-y. Désolé, mais la transition énergétique, on a beau reprendre le sujet par tous les bouts, d'un point de vue de l'économie réelle, ça veut dire un choc d'offres négatif par l'explosion du prix de l'énergie dans les années qui viennent. Comme dans les années 70, et peut-être encore plus massif, plus durable, j'en sais rien. Renforcé peut-être par ensuite par les propositions de la Commission européenne, le fait qu'on sorte le nucléaire de la taxonomie environnementale, ce qui est une aberration totale. Donc, bref, voilà. Et or, ce choc d'offres, ce choc des prix de l'énergie, il va bien falloir l'absorber en perte de pouvoir d'achat. C'est un appauvrissement de nos pays, et la politique monétaire ne peut pas compenser ça par de la création monétaire. Sinon, c'est simplement de l'inflation, et on s'en sort pas non plus. Donc, la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire en sorte, la politique monétaire ne peut pas faire en sorte. On est au bout, les amis. On est quasiment au bout. Une phrase, ce qui est très intéressant, parce qu'il y a une dernière note alors c'est pas, c'est un peu hétérodoxe, c'est une dernière note d'une collègue de Paris 1, Isabelle Coupet-Soubeyran, qui invite à ce qu'on fasse de l'hélicoptère-monnaie pour la transition écologique, qui t'a donné directement le chèque énergie aux ménages, mais financé par la BCE. C'est ce que dit, et comme quoi nous allons terminer très consensuellement, c'est ce que dit aussi Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui dit qu'il faut subventionner le consommateur et laisser le producteur dans les conditions de marché, dans les conditions de concurrence, tel que c'est globalement le mécanisme qui est aujourd'hui celui du marché européen. Merci Stéphanie, merci messieurs. On se retrouve donc demain. Alors justement, le prix de l'électricité, ce sera jeudi. Et demain, on parlera capital développement, capital investissement. J'ai pas eu le temps de vous poser la question, ce sera pour la prochaine fois justement de l'ISF climatique que va mettre en place Yannick Jadot. Voilà, gardez vos réflexions, ce sera pour la prochaine fois. Non, moi ça me semble... Ça m'intéresse. Pourquoi pas Bertrand, il n'en peut en plus, matière d'impôt, arrêtez tout ça. En matière d'impôt, on est d'une créativité extraordinaire. Une taxonomie du verre, de toute façon. Absolument. C'était quoi la taxonomie de la croissance potentielle. Les amis, je vous laisse là-dessus. À demain.